Bienvenue tout le monde dans le nouvel épisode Humble Bundle, l'analyse numéro 3. Alors, let's get starting. Le premier jeu que j'ai testé s'appelle Haven Colony. Haven Colony est un jeu de gestion de civilisation, plus axé sur la gestion de ressources que d'autres jeux qui est axé exactement dans le même style, mais sur le combat, avec plus d'unités pour attaquer les adversaires. Dans celle-là, t'en as pas. C'est plus l'environnement qui est contre toi. Donc, c'est ta guerre constante à garder les ressources dans son bon balancement pour pas que, mettons, ta cité ait plus aucune énergie ou pas assez d'énergie pour la faire rouler, ou qu'il y ait toujours assez de nourriture pour les employés. Entre autres, en tout temps, tu peux aller voir l'inventaire direct de ta civilisation. À chaque fois que tu as une nouvelle ressource, ça va juste s'ajouter à la liste. Tu as aussi ton maximum d'inventory capacity qui peut être toujours augmenté avec des bâtiments de storage, des entrepôts, entre autres. Ici, on peut voir les multiples séries qui commencent d'en bas, qui sont les liens. Ici, on a la population, on a le storage, on a de l'énergie, on a les machines qui permettent aux drones, comme vous pouvez voir, les petits drones qui construisent de se déplacer. C'est aussi un système dans lequel tu peux bouger le speed, tu peux faire pause et tu peux te rendre à x8. C'est vraiment pratique dans ces jeux-là pour éviter de perdre du temps ou au contraire pour geler le temps quand on a une crisis qui apparaît. Les fermes, vous allez pouvoir qu'il y a des carrés, la différence de couleur entre les carrés, c'est là qu'on va avoir le maximum value de capacité. Dans le fond, plus que c'est vert, plus que c'est fertile. Puis, dépendamment du type de plante qu'on veut faire pousser, différents types de sols vont être plus avantageux ou non. Évidemment, on peut toujours regarder si les bâtiments sont employés, si les bâtiments sont contents, si l'air des bâtiments... Dans les jeux de civilisation comme ça, tous les aspects qu'ils peuvent penser, ils ont essayé de le mettre dans le jeu, puis c'est d'essayer de tout régler ça en même temps. Une des parties qui est importante, c'est que à côté des employés ici, il y a une petite valise. Puis cette valise-là permet de changer la priorité d'emploiement de certains bâtiments. Parce que si tu commences à avoir plus de bâtiments que ton nombre d'employés, comme tu peux pas avoir max capacité partout, tu veux que certains bâtiments marchent toujours en priorité sur certains autres. Comme entre autres, tu veux jamais manquer de nourriture puis tu veux jamais manquer d'énergie. Ici, c'est des Power and Policies. Quand tu es en pouvoir, tu peux mettre des politiques que ta civilisation va devoir s'appliquer, entre autres rationner leur nourriture ou rationner le water. Puis ces deux-là réduisent l'happiness parce que c'est important que la population reste au moins à 51% de contentement, on va dire, envers ton pouvoir parce que sinon, ils vont te renverser aux élections. L'eau est évidemment une ressource. C'est important de construire des water pumps ou des condensateurs d'air qui créent aussi de l'eau un peu. Puis comme la ferme, les différentes couleurs vont venir dire la capacité qu'on est capable d'atteindre avec les water pumps. Donc c'est important de les mettre aux endroits qui sont propices à ça. Ici, c'est que je voulais vous montrer qu'on avait des quests dans le jeu. C'est important de vraiment les faire. Ça donne des bons boosts pour continuer toujours à faire rouler la balle, comme on dirait, là. Ici, je cherchais la meilleure place qui était pas trop loin pour pas me waster trop de nanites. Les nanites, c'est la ressource que vous allez voir en bas ici. Une des dernières barres, juste à côté de l'énergie. Pour l'instant, j'en ai 184. Puis ça, c'est l'énergie comme technologique qui te permet de construire presque tous les bâtiments. C'est un peu l'équivalent de l'argent dans certains jeux. Ici, c'était pour vous montrer qu'on peut faire des éoliennes, qui est la première forme d'énergie. C'est une énergie que tu n'as pas besoin d'employeur pour faire marcher. C'est vraiment pratique. Par contre, la source de vapeur que vous pouvez voir juste à côté, tu peux mettre plutôt une usine géothermale. Ça donne beaucoup plus d'énergie. Par contre, ça demande des employés, puis ça demande une gestion de l'air autour parce que ça contamine. Puis évidemment, toutes les ressources que vous voyez s'illuminer quand je clique ici, c'est des matériaux que vous pouvez récolter avec des mines qui vont venir s'ajouter directement à votre inventaire de storage. Le deuxième jeu de la liste s'appelle Cold Canyon. Cold Canyon, c'est un roguelike game. C'est un jeu d'action-aventure dans lequel tu peux choisir des personnages. Tu as différents personnages qui sont là qu'au début, puis tu as un certain choix que tu débloques plus facilement. Puis chacun de ces personnages-là commence avec un gun différent. C'est dans l'époque du Far West. Par contre, comme vous pouvez voir, les graphiques sont assez simples. Les mécaniques sont assez efficaces. Il y a 3 boutons. Tu peux auto-attaquer, tu peux rouler pour dodger, puis tu peux tirer avec ton gun. Puis l'idée, c'est de traverser toutes les maps en essayant de se manger le moins de dégâts possible pour avancer toujours plus loin. Quand tu sauves des civilians comme ça dans le jeu, c'est ça qui va venir te donner des upgrades un peu comme tu pourrais avoir dans des jeux de level up.
Donc, il propose plusieurs choses comme remplir tes dynamites, reload faster, peut-être plus d'accuracy sur tes guns. Ou... Ça, je voulais vous montrer le premier boss. Dans le fond, il y a une horde, tu peux lancer des grenades dessus, puis lui, il essaie de te fouetter dans la face. Le but, c'est toujours d'essayer de se placer, de rouler, puis de dodger. Si vous aimez les jeux qui ont beaucoup d'action, qui nécessitent beaucoup de clics et de repositionnement, vous allez vraiment apprécier le jeu. Boom! Évidemment, plusieurs types de weapons que vous pouvez trouver et changer au travers le jeu. Vous êtes pas pris avec l'arme avec laquelle vous commencez. Le troisième jeu que j'ai essayé, c'est Formule 1. Comme jeu de simulation, je l'ai vraiment adoré. Tu peux commencer, tu crées ton bonhomme, tu choisis sa place. Après ça, tu choisis le type de formule, si tu veux faire de la F1 ou de la F2. T'as du multiplayer qui est vraiment efficace avec des ranks, avec des matchs entre amis. Mais tu peux aussi jouer ta carrière solo. Entre autres, ça, je voulais vous montrer que entre chaque course, tu peux choisir un setup pour ton char qui va venir soit augmenter ton maximum top speed ou faciliter tes tournants. Donc, dépendant de ce que tu as besoin comme avantage ou de ce que la course a l'air. Si tu sais que c'est une course à un grand nombre de tournants, aussi bien prendre un auto fait pour ça. Ce que j'avais aimé, c'est que le range de difficulté est vraiment bien fait. Je suis personnellement pas un joueur de jeu de course du tout. J'ai pu avoir du plaisir pendant 1 heure complète sans jamais avoir l'impression que le niveau de difficulté que j'avais choisi m'allait pas. Donc évidemment, pour ceux qui veulent débuter dans un jeu de course, c'est un bon jeu d'entrée. Ça te montre à comment gérer bien ta vitesse puis comment gérer tes ralentissements le mieux possible. En plus, on aime les jeux de char où le son est le fun à écouter. Je vais vous montrer ici que votre personnage en carrière monte d'XP et qu'à la fin de toutes les courses, vous pouvez répondre à des questions des journalistes qui vont influencer comment ces journalistes-là vous perçoivent. C'est un peu un aspect road to the show qu'on a pu voir au travers beaucoup de jeux sportifs. Le quatrième jeu que j'ai essayé s'appelle In Other Waters. In Other Waters, c'est un jeu un peu particulier parce que c'est un jeu narratif. Mais c'est un jeu narratif avec une fonction puis un gameplay qui est un peu différent. Comme tu dois toujours scanner. T'es un AI dans le suit d'une personne qui est dans le fond de l'eau. Tu dois scanner son environnement puis essayer de découvrir un peu ce qu'il y a dans le monde autour d'elle. Puis tu peux aussi te déplacer de point en point, évidemment, que tu découvres. Tu peux... certaines petites mécaniques comme ça s'appelle le sampling. C'est de trouver des ressources dans l'eau que tu es capable de capturer dans ton suit, puis certaines ressources vont te permettre des habilités spéciales, comme celle que je suis en train de ramasser, émettre un son lorsqu'il est lancé. Puis on peut voir qu'il y a un mur de bestioles qui m'empêcherait de passer au nord. Alors il suffit de prendre l'objet dans l'inventaire, et une fois qu'on le lance directement sur les picots, ils vont se tasser, puis ça va nous permettre de se déplacer. C'est un jeu qui est lent, il y a beaucoup de lecture, c'est plus un jeu d'ambiance, puis de recherche, de mystère. Ça se passe sur une autre planète que la Terre. Donc c'est à propos vraiment de la découvrir, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Puis aussi, entre-temps, vous pouvez toujours retourner sur votre vaisseau dans lequel vous pouvez storer ce que vous avez ramassé ou aller tout simplement vous informer sur toutes les stimuli que vous avez croisés lors de votre aventure. Vous pouvez aussi faire des recherches et la map va toujours vous donner des quests qui sont des zones dans lesquelles vous devez aller explorer. Le prochain jeu que j'ai essayé s'appelle Main Assembly. Main Assembly, c'est un jeu de, on va dire, simulation de construction dans lequel il donne la possibilité d'avoir plusieurs shapes de départ que tu peux choisir. Mais toutes ces shapes-là, comme vous voyez, toutes les barres bleues puis tous les ronds bleus, vous pouvez les modifier puis les extendre à votre choix. Vous pouvez créer les modèles exacts de véhicules que vous voulez. Après ça, vous pouvez mettre le nombre de roues que vous voulez, placer les roues exactement où vous voulez. Sauf que la tendance à respecter des règles de physique. Donc, si tu fais je me suis amusé à faire un auto qui était comme un V. Donc, il arrêtait pas de balancer de haut en bas. Il était incontrôlable. Donc, c'est quand même drôle de pouvoir faire des choses qui sont physiquement le fun, mais ils se conduisent pas. Sinon, le jeu, c'est un peu ça. T'as des petites maps, t'as des petits objectifs à accomplir avec le véhicule que t'as créé. Quand tu réussis à les faire, ça te donne des parchemins qui te permettent d'avancer d'une mission à l'autre puis débloquer des nouvelles pièces à mettre sur ton assemblage. T'as plusieurs challenges qui se font au complet. Le prochain jeu que j'ai essayé, c'est Pop-Up Dungeon. Pop-Up Dungeon, c'est un peu similaire à un board game. Ce que j'avais aimé, c'est que tu as plusieurs choses dans le workshop. Entre autres, dans le workshop, tu peux avoir des nouveaux modes et des nouveaux personnages. Donc le jeu, il y a une rejouabilité énorme. À la fin de chaque run de jeu, dans le fond, à chaque fois que tu finis de passer un tableau ou tu finis une expérience, tu gagnes un petit morceau de plastique comme ça qui vient augmenter tous tes personnages. Dans le fond, tu viens
attacher cela à un collier. Vous pouvez, je pense, en équiper 5 à la fois. Vous pouvez les changer selon ce que vous avez besoin, ce que vous allez faire comme party. Puis ici, c'est la sélection de ce même party. Vous pouvez avoir de 3 à 5 characters pour chaque mission. Puis vous pouvez les choisir au travers une énorme série. Puis ils ont différentes classes, un peu comme on verrait dans tout bon RPG. Vous avez les damage dealers, les guérisseurs. Puis entre les scénarios, vous avez un peu une expérience narrative comme ça que je trouvais intéressante, dans lequel vous pouvez choisir votre niveau de difficulté. Après ça, vous allez vivre une histoire, ça va vous dire un peu ce qui se passe. De temps en temps, même, vous allez avoir des choix à faire. Puis si vous avez des rôles un peu à faire, comme dans D&D, qui est de rouler un dé 20 pour savoir si les actions sont un succès ou un échec, il se passe juste en haut avec le dé que vous pouvez voir dans le coin gauche en haut. Ça, c'est la mécanique quand vous êtes vraiment dans le jeu en train de vous combattre. Entre autres, vous pouvez trouver des objets qui vous donnent différents avantages, comme un bonus de speed ou un bonus à la guérison. Mais le combat, c'est vraiment ça. La première étape, c'est de positionner où que nos guerriers vont être au début, au commencement du combat. Puis sur le côté droit de l'écran, vous pouvez voir la ligne d'initiative, dans le fond, dans quel ordre les ennemis ou mes personnages vont s'activer. Sinon, c'est un jeu qu'on appelle The Grid. C'est un grillage de carré. Chaque personnage peut se déplacer sur ce grillage-là selon ses capacités. Puis chaque personnage aussi a 3 cartes d'habileté en partant. Puis chacune de ces cartes-là peuvent avoir différentes façons d'interagir. Entre autres, le Dark Pack, qui est la première carte, c'est une carte de heal pour mon nécromancien. Ça permet de guérir de 472 d'HP. Celle-là de faire baisser la mobilité, faire baisser le aim, c'est dans le fond empêcher que les attaques te touchent. Puis ça me permet de summon une nouvelle créature. Tu as différentes cartes aussi qui sont appelées des counters. Les counters, c'est si la réalité de la carte s'applique. Donc, en compte, si le counter, c'est quand un adversaire rentre à une case de toi, s'active. Ou si un adversaire t'attaque, s'active. Et ces cartes-là, on peut pas les activer jamais, sauf situation-là. Même chose pour la carte de Kirito qui a Mortality, elle s'active juste quand Kirito meurt. Si je vais montrer un peu le tour par tour, vous pouvez attaquer. Quand il meurt, chaque créature va venir vous donner du gold. Aussi, chaque personnage a un nombre d'actions. Donc, il y a certains combos de cartes que tu peux faire. Il y a certaines cartes qui vont te coûter tellement cher que c'est la seule action que tu vas pouvoir faire de ton tour. Puis aussi, sur la carte, vous allez pouvoir la zone d'effet comme le magicien Orin a une carte qui est Fireball, qui est un 3x3, entre autres. Mais tout ça, c'est indiqué sur les cartes. Quand on termine un combat, vous avez toujours le choix entre des items qui vont pouvoir être ajoutés directement au personnage que vous voulez. Puis souvent, ça va vous dire si c'est un upgrade ou ce n'est pas un, comme les flèches par en bas, c'est que c'est pas super bon pour lui. Beaucoup de flèches par en bas, c'est que c'est un très gros malus pour lui. Puis une flèche par en haut, c'est que c'est un bonus pour Kirito. Puis souvent, tu as plusieurs choix, puis entre autres, ça va te donner certains vont te donner des skills, comme la Needle t'en donne pas, mais la Mad Axe t'en donne un. Te donne Rage Seeker. Donc ça, ce serait une nouvelle carte qui vient se rajouter à tes 3 choix. Une fois que tu as fini de faire tes choix, tu peux vendre la carte. Et c'est ce qui conclut Pop-Up Dungeon. Le prochain jeu que j'ai essayé s'appelle Remothered Broken Porcelain. C'est un jeu vraiment particulier parce que c'est un jeu narratif et d'ambiance. Évidemment, c'est un jeu d'horreur. Vous allez comprendre rapidement avec. The Ashmans and Professor Wyman on the Rosagalo farms was created from a rare breed of parasitic moths to repress and erase traumatic memories. It is revealed that the drug was tested on Felton and the nuns of the nearby convent. The drug caused terrible side effects, hallucinations, severe light sensitivity, and homicidal rage. Donc, tu te retrouves à être une jeune fille prise dans un manoir dans lequel il y a vraiment beaucoup de choses étranges qui se passent. Ces phénomènes étranges-là finissent par être tellement grands que ils veulent littéralement te tuer. Donc, au travers tout le long du jeu, tu dois constamment te cacher de ces sources-là qui sont beaucoup plus forts que toi, puis t'as pas de façon de les tuer. Tu peux les distraire, tu peux essayer comme entre autres, tu peux avoir un couteau sur toi pour essayer juste de les graffiner un peu pour qu'ils te lâchent puis essayer de t'enfuir. Mais le but est toujours d'essayer de t'enfuir pour te cacher, pour qu'ils t'oublient. Après ça, continuer à faire tes missions. Entre autres, tu vas devoir réparer des câbles électriques, essayer de passer un coup de fil.
tout ce que tu peux faire pour essayer de t'enfuir de ce manoir-là qui est littéralement dangereux pour toi. Quand je dis que c'est un jeu d'ambiance, c'est un peu ça. Vous avez des scènes comme... Vous pensez que c'est un repas laissé pour un resident, mais dans le fond, c'est un corbeau à moitié mort. It's part of all of us. And we're all part of the same thing. Donc évidemment, comme je disais, cette madame-là, elle fait partie des gens qui essaient de tuer. Puis tant qu'elle sait tu vas être à peu près où, tu peux pas te cacher. Donc là, je voulais me cacher dans le placard, mais elle était trop proche. J'ai essayé de lancer une bouteille pour la distraire. J'ai essayé de rentrer à ma chambre, ça marchait pas. Oh, finalement, j'étais allé assez loin. Elle est retournée dans son bureau. Moi, j'avais trop peur. T'es allé me cacher dans la douche. Puis là, quand ton personnage, il relaxe, les situations se calment, souvent les sentinelles ou les gardiens du manoir vont retourner à leur endroit. Souvent, ils sont en train de faire une tâche, puis tant qu'ils sont pas dérangés, ils te courent pas après. Mais quand ils t'attrapent, tu réussis pas à t'enfuir, c'est ce qui se passe, et t'arrives à ta fin. Et tu dois recommencer en mourant brutalement. Une des parties que je trouvais le fun du jeu, c'est que tu veux crafter des choses. Entre autres, j'ai pris un portable radio avec un genre de type de poison qui permet de rendre l'adversaire confus pendant quelques secondes, ce qui me permet de m'enfuir un peu plus efficacement. Puis tu débloques ces crafting-là au travers le jeu. Faudra faire au travers ce que tu trouves. Mais tu peux toujours juste avoir un objet défensif sur toi. Le prochain jeu que j'ai essayé s'appelle Rockophagus 3 Make and Break. C'est un jeu de mécanique quand même assez particulière parce que c'est un jeu dans lequel tu as une balle et tu dois rouler. Il y en a quelques-uns des jeux comme ça, entre autres les Monkey Ball de ce monde. Mais dans celle-là, tu as souvent la mécanique où à la fin tu vas blesser, comme vous pouvez voir, une barre de vie en bas à une porte pour essayer de détruire cette porte-là pour détruire votre adversaire ou attaquer votre adversaire. Puis au travers les parcours que vous allez devoir rouler, vous avez plein de choses à esquiver qui vont toujours changer puis augmenter puis devenir de plus en plus dur avec les épreuves. Par contre, une partie que je trouvais intéressante, c'est qu'au travers de ça, t'as pas juste cette mécanique-là, t'as une partie qui est du Tower Defense, pour ceux qui sont au courant de la chose, c'est de mettre des objets spécifiques sur la map qui vont venir nuire à votre adversaire. Puis, si vous réussissez à vous rendre en premier, vous pouvez détruire le château adverse. Donc, c'est important de mettre ces défenses-là au bon endroit pour vraiment nuire le plus possible au chemin adverse. Vous pouvez jouer en multiplayer, évidemment. Il y a certains modes où tu dois détruire des poteaux pour essayer de tomber dans un jeu de poche pour avoir des multiplicateurs de points. Il y a des modes que tu es une bombe dans lequel tu dois te rendre dans un château pour le faire exploser avant que toi-même t'exploses sur la route. Et c'est ce qui conclut Rock and Break. Le prochain jeu que j'ai essayé s'appelle Shenmue 3. Shenmue 3, c'est un jeu d'action-aventure avec une grosse importance sur l'aventure. Il y a beaucoup de moments de cinématique, beaucoup de moments où tu dois parler à tout le monde dans la ville. En leur parlant, tu dois vraiment écouter ce qu'ils ont à dire, ils vont te donner des informations qui sont importantes. Tu peux toujours ouvrir ce recueil-là qui est ton recueil de quests, mais tu vas pas avoir de tracker sur la map pour te dire où aller vraiment. Ce que je trouvais le fun par contre, c'est qu'il y avait plein de mini-games. Entre autres, le One Pick, que tu choisis une ligne avec une balle, puis si ça tombe dans le bon chemin, tu regagnes une partie de ta mise, une multiplication de ta mise. Ça, c'est un lancer de roche. Il faut essayer d'aimer directement dans une chaudière, puis tu gagnes le prix qui est affiché sur le côté. Il y a plusieurs moments dans la map où vous allez devoir aller à des endroits directement au bon temps. C'est pour ça qu'il y a un petit timer ici. Certaines personnes sont juste disponibles de nuit ou de jour. Les barres ici, c'est votre barre de famine. Plus qu'elle est basse, plus vous avez faim. Puis rendu ici, vous devez manger à tout prix, sinon vous mourrez. Je voulais vous montrer les combats. Les combats, c'est des combats de Kung Fu. C'est quand même assez intéressant. C'est une mécanique un peu à la Mortal Kombat où vous avez 3-4 boutons à apprendre vraiment. C'est comment vous vous appuyez sur ces boutons-là qui vous fait faire des coups différents. Entre autres, je me souviens bien, Tornado Kick, c'est KKJJ ou KKLL. Puis c'est en faisant ces combos-là que tu peux faire les coups plus forts. Puis sinon, ça fait des strikes un peu plus rapides si tu fais pas de combo, mais qui font un peu moins d'impact à ton adversaire. Donc c'est un jeu de Kung Fu, c'est pas vraiment flashy, c'est à propos de souvenir de ses combos, de bien bloquer. Puis ici, je voulais juste vous montrer le menu de bouffe. C'est important d'avoir de la bouffe sur soi, toujours manger. Sa barre de vie, c'est aussi sa barre de faim.
Un autre minigame du jeu, c'est couper du bois. Quand tu coupes du bois vraiment bien, ça augmente le nombre de bûches que tu fais, puis dépendant du nombre de bûches, tu te fais payer. Vraiment pratique au début du jeu pour acheter tout ce que tu veux. Ça, c'est d'autres minigames, mais qui viennent influencer directement tes stats au Kung Fu. Entre autres, ton attaque, ton endurance ou ton Kung Fu level. Ça, c'est le One Inch Punch, un autre minigame qui sert à la même chose. Ici, je voulais vous montrer les books. Dans le fond, pour faire un Elbow Assault, vous pouvez faire KLL. C'est tous les livres qui existent ont tout un combo différent que vous devez apprendre. Puis dépendant du nombre de fois que vous le faites, il monte de niveau puis il va faire de plus en plus mal. Juste avant que vous devenez un master de cette technique. Le prochain jeu que je vais parler, c'est Simulacra. Encore un jeu narratif, contrairement à In Other Waters, vraiment différent. If you look into my eyes, you can see it looking back. Can you see it? I just wanted to be happy. My name is Anna. I don't want to take anyone else. Anna. My name is Anna. It's too late for me. My name is Anna. Taking this. Don't come find me. Don't. Donc, Simulacra est un jeu d'horreur narratif. Mais toutes les mécaniques se passent sur un téléphone parce que dans le fond, tu trouves le téléphone d'Anna au début et toutes les interactions du jeu se passent sur son téléphone, dans lequel tu vas traverser plusieurs applications qui ont toutes leur purpose. Puis dans ces applications-là, tu as souvent même des textes comme ça qui ont buggé. Tu vas devoir cliquer dessus pour essayer de recouvrir en écrivant la phrase dans le bon ordre. Puis une fois que c'est fait, tu vas pouvoir interagir avec plusieurs personnages qui existent au travers la story, au travers l'histoire. Ces personnages-là vont te donner toujours des mystères, un peu à la façon d'un puzzle ou d'un escape room, les jeux d'échappe. Je trouvais ça quand même le fun, c'était très intriguant. Par contre, après 4-5 heures, j'étais vraiment tanné d'être sur un téléphone. On est tellement sur un téléphone souvent. Par contre, c'est très bien réussi, là. L'aspect de pouvoir envoyer des messages, les applications, t'en as une qui est similaire à Twitter, t'en as une qui est similaire à Tinder, t'en as un qui est similaire à Facebook. Puis un peu au travers de tout ça, comme celle-là, c'était pour vous montrer qu'il y en a un que tu dois rentrer dans l'application Jabber, mais Jabber demande un message. Évidemment, t'as pas son mot de passe, t'as pas le mot de passe pour rentrer dedans. Donc, il faut que tu répondes à ces questions de sécurité. Donc, tu fouilles dans son cell pour trouver les réponses à ces questions-là. Est-ce qu'il y en avait dans les photos? Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu peux texter qui seraient capables de répondre? C'est au travers de tout ça que tu continues le jeu jusqu'à la fin. Le prochain jeu que j'ai essayé s'appelait Schooly. Schooly, c'est un jeu d'aventure avec des mécaniques un peu similaires à Break and Break, dans l'optique où la forme de base de Schooly, c'est cette petite tête de boîte-là qui peut tourner, rouler, se promener, puis qui a vraiment peur de l'eau. Si tu te fais toucher à l'eau, c'est ce qui te fait des dégâts dans le jeu. Mais Schooly n'est pas juste une tête, c'est important de savoir ça. Donc, une bonne partie du jeu, c'est du déplacement précis, c'est de bouger aux bonnes places. Quand il est en tête, il peut aussi s'attacher aux herbes pour mieux se déplacer. Puis ramasser les petites fleurs comme ça sert surtout à débloquer des concept art, c'est pas nécessaire. Ça, c'est les plaquettes de boue qui servent de checkpoint, mais qui servent aussi à obtenir les nouvelles formes de Schooly. Entre autres, la première, c'est une forme de combat qui permet de puncher au travers les murs. Permet aussi de détruire les créatures en frappant le sol, en faisant des tremblements de terre. Mais même tellement efficace, tu peux en détruire plusieurs à la fois. Et ça, ces grandes plantes-là, ça permet de pogner plus de plantes en haut dans le coin gauche. Ça permet d'augmenter votre compte beaucoup plus vite. Si vous êtes genre à vouloir les collectionner, c'est pas réellement nécessaire dans le jeu. Ça, c'est une autre forme. Son premier skill, c'est la télékinésie. Déjà, vous allez pouvoir, il se déplace beaucoup plus vite que l'autre forme. Ça, c'est sa forme normale de marche non accélérée. C'est pour montrer que contrairement à l'autre forme du grand gaillard, celle-là est beaucoup plus rapide et il peut même dasher. Et ça, j'ai pas eu le temps de me rendre parce que c'est vers la fin du jeu, mais c'est la dernière forme de Schooly. C'est un peu un Schooly chaman. Je le trouvais cute, j'avais envie de le montrer. Le dernier jeu que j'ai essayé ce mois-ci s'appelle Sniper Ghost Warrior Contracts. Sniper Ghost Warrior Contracts, c'est un jeu de sniper, évidemment, mais il y a beaucoup d'aspects à la Splinter Cell et Hitman dans lequel tu dois toujours rester silencieux, tu dois essayer de pas te faire repérer, mais comme tu es un sniper, tu dois calculer les distances, essayer de calculer le vent, puis d'essayer de t'habituer au sniper que tu utilises, comment ces balles se dispersent sur la map, c'est vraiment important. Tu as aussi un masque qui te permet de scanner comme des petites barres blanches pour me dire que je peux grimper là-dessus, ça permet de détecter soit les ennemis ou soit ton parcours un peu mieux.
Parce que des fois, c'est important de donner l'avantage du parcours quand tu es un sniper. Ici, je vais vous montrer que vous pouvez vous pitcher d'en haut. Puis comme vous êtes un peu un surhomme, vous avez de la vie sur 100, un peu comme certains RPG. Quand tu tombes, tu te reçois une certaine quantité de dégâts, puis tes points de vie-là montent comme à chaque 3-4 secondes. Vous avez aussi la faculté un peu à la Assassin's Creed ou Splinter Cell d'aller derrière votre target puis l'assassiner d'un coup. Soit vous pouvez la tuer sans y poser de questions, ou si c'est pas grave qu'elle parle, vous pensez que les gens autour l'attendront pas, vous pouvez lui faire révéler les positions de ses alliés. Et évidemment, cacher son corps dans des boîtes ou dans des buissons, comme dans tout bon stealth game. Avec votre scanner, vous pouvez aussi voir vos armes, des munitions, des armes différentes. Ça, c'est la roue d'inventaire, comme dans tout bon jeu. La cinématique d'un headshot réussi. Très satisfaisant. Ici, la barre, c'est pour vous montrer que la barre en haut, c'est une barre de détection. Si elle se rend au maximum, vous êtes détecté comme à ce moment-là, et l'alarme commence à sonner, vous commencez à vous faire tirer dessus, et il faut s'enfuir. La map fonctionne comme ça, vous pouvez vous voir et vous déplacer dans les carrés bleus, les objectifs c'est toujours les carrés bleus. Puis ici je voulais juste vous montrer un petit robot qui est un ennemi différent des humains, donc il n'y a pas juste l'humain classique qui se tue one shot, il y a aussi ces tanks-là dans lesquels une balle dans la tête fait rien. Et pourquoi je disais que ce jeu-là me faisait penser à Hitman, c'est qu'à chaque fois que tu réussis la map, si tu completes les objectifs, ça va venir te donner un montant d'argent, puis venir te donner un token, mais t'es pas obligé de toutes les faire. Tu peux en faire un à la fois, tu peux vraiment te focus sur une seule chose, puis essayer de l'accomplir d'un coup, ou essayer de te focuser sur un seul contract, une seule mission, une seule challenge, ou essayer de toutes les faire même d'un coup. Ça te force à refaire les mêmes maps constamment, c'est t'adapter, trouver des nouveaux chemins, vraiment analyser où est-ce que les ennemis se placent, comment ils marchent, comment ils fonctionnent, si je tue lui, est-ce qu'ils réagissent, ou etc. Fait que c'est un jeu de stratégie au travers un jeu d'action. Personnellement, j'ai vraiment apprécié, il fait partie des jeux qui sont encore installés sur mon ordi à chez eux, après le test du mois. Ici, c'était pour vous montrer l'inventaire. Vous pouvez acheter plusieurs types de snipers, plusieurs types de fusils d'assaut. Vous pouvez acheter plusieurs types de pistolets. Vous pouvez même acheter différents types d'utilities. Entre autres, dans cette partie-là, moi, j'avais acheté un throwing knife parce que j'aime bien lancer des objets qui sont très silencieux. Puis ici, c'est les perks. Vous allez débloquer des points qui vous permettent d'upgrader directement soit votre zoom, des thermal vision, upgrader votre suit directement pour avoir du Kevlar, détecter moins vite. Vous avez des turrets que vous pouvez poser un peu partout, ben les upgrader eux autres directement, ou même vos gadgets. Donc, il y a même un aspect RPG super satisfaisant dans le jeu, et c'est ce qui conclut le Humble Bundle d'avril. J'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé de le faire vraiment plus court que l'ancien. Donc, si vous avez mieux ce format que l'ancien format, dites-moi là en commentaire. Puis évidemment, si vous préféreriez que je retourne dans l'ancien format, me le dire aussi en commentaire. Merci encore de me supporter et au plaisir de se voir dans une nouvelle vidéo tout le monde.